les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être venu pour cette deuxième émission. On va faire la suite donc. Oui, sur les Ces enfants. changements heureux que l'on voudrait voir se manifester sur Terre. Donc on va parler aujourd'hui de l'éducation des enfants, surtout de la venue d'un enfant Voilà, dans un de couple. l'irruption d'un enfant. Voilà. Dans un couple, ce n'est pas une mince affaire. C'est une véritable aventure et Oui. il y a beaucoup de choses à dire dessus. Oui. Et vous en avez eu 5, donc vous pouvez parler en connaissance de cause. Tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent, les enfants c'est notre part d'éternité. C'est ce que nous allons laisser comme ça à l'éternité qui va nous suivre. Et donc vous allez nous parler aussi de l'éducation des enfants, aussi bien des parents envers les enfants que des éducateurs et des instituteurs, etc. Ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Vous voyez, Voilà. on apprend à se laver les dents, mais on pourrait apprendre à communiquer, on pourrait apprendre à partager, à échanger. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de traumatisme ou de marque trop pesante dans l'évolution de la vie. C'est vrai, pour les enfants. quand on demandait à ma grand-mère d'où elle venait, elle disait « je viens du pays de mon enfance ». Nous venons tous de notre enfance et c'est une période qui nous marque beaucoup, qui laisse beaucoup de traces. Il y a aussi beaucoup d'émerveillement, beaucoup de découvertes, mais qui laisse des blessures qui parfois durent longtemps. Et c'est important de clarifier un peu tout cela. Elles ne sont pas indélébiles, ces blessures. Non, c'est ce Dieu qu'il y a de merci. formidable dans les relations humaines, c'est que on peut toujours à la fois en parler et puis se réconcilier. On peut se réconcilier avec soi-même et éventuellement avec les autres. J'avais lu une histoire sur Internet qui m'a beaucoup touchée. On disait que quelquefois les blessures, que ce soit de l'enfance ou les blessures relationnelles, c'est comme quand on enfonce des clous. On peut retirer les clous, mais ça laisse toujours un petit trou. Donc C'est on très peut boucher juste. les trous. Non, c'est très juste. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Je mourrai avec mes blessures ». Ça a beaucoup surpris. Je crois que on peut cicatriser la blessure, on peut l'apaiser, mais on va mourir avec nos blessures. Les blessures resteront jusqu'au bout. La question, c'est de ne pas les raviver, de ne pas les stimuler au point qu'elles vont suppurer, qu'elles vont saigner et qu'elles vont se réveiller et nous mettre dans la détresse ou le désarroi. Mais en ayant conscience de ça, on peut trouver ce que j'appelle la bonne distance pour ne pas se mettre dans des relations qui seront toxiques et qui vont réveiller nos blessures. Parce que les blessures s'inscrivent, je vais dire ça comme ça, entre 0 et 10 ans. Voilà. À l'âge adulte, on n'inscrit pas de nouvelles blessures, on ne fait que réveiller ce que j'appelle les blessures archaïques, les 6 grandes blessures qu'il y a dans notre vie. La trahison, l'humiliation, l'injustice, le sentiment d'impuissance, l'abandon, le rejet. Donc on va parler très profondément de tout ça dans cette émission avec Florence, qui est ma coéquipière émérite. Et on va aller dans ce petit salon qui a été conçu pour cette nouvelle émission Rencontre des temps nouveaux, qui va nous aider à apporter des changements heureux dans le monde. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour. On va parler de l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un couple. Alors c'est toujours une joie et on se rend compte que parfois c'est une chose assez difficile pour les parents. Je voudrais, avant que nous parlions de l'arrivée de la vie de cet enfant, que nous parlions du désir. Le désir est une chose assez complexe, le désir d'enfant. D'ailleurs, il est exprimé souvent de façon différente. Je veux un enfant, j'ai envie d'un enfant, je veux une fille. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'expression de ce désir? Oui, je vais en parler, mais peut-être avant de parler du désir d'enfant qui est multiple, vous l'avez évoqué, il faut parler peut-être des enjeux cachés de l'arrivée d'un enfant. Soit c'est pour construire le couple veut devenir une famille, veut s'élargir, s'ouvrir, et c'est donc un renforcement dans la vie du couple, soit souvent l'enfant va servir à essayer de cimenter un couple qui est en train de se défaire. Ce que j'appelle les enfants ciments, dont la mission sera de maintenir ensemble un homme et une femme qui étaient près de se séparer. Et effectivement, si la femme est enceinte, le partenaire se sent coupable, ne va pas quitter la relation conjugale. Et ces enfants ciments, ils vont des fois maintenir ensemble deux êtres
qui pourtant n'auraient pas voulu rester ensemble. Donc ils auront un destin difficile. Donc déjà les enjeux cachés, voyez-vous, de l'arrivée d'un enfant. Et puis effectivement, le désir. Alors moi j'ai été très interpellé sur les mots qui sont utilisés. J'ai donc étudié la façon dont était énoncée par l'un ou par l'autre l'expression du désir. Alors je vais en citer 4 par exemple. Quelqu'un qui dit « j'ai un désir d'enfant ». Un désir d'enfant, ce n'est pas un désir d'adulte. C'est un désir d'enfant. Donc c'est un désir infantile. Et ces femmes ou ces hommes qui ont un désir d'enfant, ce sera un enfant poupée, on va jouer avec, on va l'exhiber, on va le montrer, n'est-ce pas, qu'il est beau, etc. Puis quelques mois, un an ou deux après, comme une poupée, on l'abandonnera, on le confiera à la mère, à une sœur aînée, etc. Vous voyez, un désir d'enfant, ce n'est pas un désir d'adulte, c'est un désir d'enfant. J'entends également, je voudrais avoir un enfant. Alors là, vous voyez, c'est de l'ordre de la possessivité, je voudrais l'avoir. Et d'ailleurs, l'enfant qui est conçu à l'intérieur de ce désir, il aura du mal à sortir. Peu de gens savent cela. C'est l'origine de beaucoup de césariennes, puisqu'on veut l'avoir. On ne veut pas le lâcher. Alors, il va sortir quand même, césarienne ou pas. Mais ensuite, cet enfant sera couvé. Ma chérie, tu sais, le monde est mauvais autour, il n'y a que ta maman qui t'aime ou ton père. On va essayer de l'empêcher de grandir pour continuer à l'avoir. Et des fois, ça dure toute la vie. J'entends également, je voudrais faire un enfant. Faire un enfant. Ça, c'est de l'ordre de la preuve. Je sais que tout ça, c'est inconscient, mais vous savez, c'est Lacan qui nous a appris que le langage est structuré, l'inconscient est structuré comme le langage, donc la façon dont on construit une phrase dit beaucoup de nous. Je voudrais faire un enfant. C'est de l'ordre de la preuve. Je vais faire la preuve que je serai une meilleure mère que toi, maman. Ou je vais te montrer, papa, qu'est-ce que c'est qu'être un vrai père. Voyez, ou ma soeur, tu n'as eu que des filles, et bien moi, je vais faire la preuve que je suis capable d'avoir un garçon. Donc, faire un enfant, dans l'ordre de la preuve. Ou au contraire, ça peut être aussi, certaines femmes imaginent qu'elles ne seront pas complètement femmes si elles ne mettent pas un enfant au monde, voyez. Donc, je te montre que je suis une vraie femme, maman, papa, ou toi, mon mari, pour te montrer que je suis capable de faire un enfant. Alors, on me demande souvent, qu'est-ce que c'est qu'un désir? Eh bien, c'est un désir d'adulte, de deux adultes, de donner la vie à un enfant. C'est ça. Le plus beau des désirs d'enfant, il serait là. Mais vous voyez, il faut grandir des fois pour arriver à ce désir-là, un désir d'adulte, de donner la vie. Ce que je voudrais dire également, c'est que l'amour parental, c'est un amour qui est donné à un enfant pour lui permettre un jour de nous quitter. Donc c'est un amour oblatif, au sens le plus large du terme. C'est un amour gratuit. Je t'aime, ma chérie, pour que, justement, tu sois suffisamment autonome, indépendante, suffisamment confiante en toi, pour aller construire ta propre famille, ta propre vie. Vous voyez. Alors voilà la façon dont est déjà énoncé le désir. Et puis aussi un autre enjeu caché, quand j'entends des couples qui disent « on voudrait avoir un enfant ». Oui, mais lequel? Le tien, ma chérie, ou le mien? Supposons que toi, tu veuilles un garçon. C'est ton désir d'enfant d'avoir un garçon. Mais moi, je veux une fille. Ces deux désirs sont antagonistes. Et je vais surprendre beaucoup de monde en disant que ces conflits de désirs, l'un voulant un garçon, l'autre voulant une fille, créent des stérilités qui vont durer des fois 7-8 ans. On va s'entraîner tous les jours, 3 fois le dimanche, et 8 ans après, on n'a toujours pas conçu. Vous avez fait les examens nécessaires, vos trompes sont débouchées, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes 7 millions de spermatozoïdes. On devrait concevoir cet enfant. Oui, mais lequel? Alors, en désespoir de cause, des fois, on va au Pérou, on va adopter un enfant. Supposons qu'on adopte un garçon. Donc, votre désir à vous, il est comblé. Dans le mien, n'a plus besoin d'entrer en rivalité avec le vôtre. Et des fois, on assiste à cette chose ahurissante, c'est que, avant même que l'enfant adopté arrive, vous tombez enceinte. 9, 10, 12 ans après ce que j'appelle ces stérilités de transition ou ces stérilités provisoires, parce qu'il y a conflit de désir. Alors, vous voyez déjà, clarifier d'où vient le désir. Et si on accepte
d'entendre cela, on apprend beaucoup de choses. Une dernière chose sur le désir d'enfant, j'entends des ex-enfants que sont des adultes se blesser souvent en disant « moi je suis un enfant non désiré ». Je vais surprendre beaucoup de monde également. Ça n'existe pas un enfant non désiré. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons que vous ayez un désir conscient de ne pas avoir d'enfant, un non-désir. Et pour confirmer ce désir, vous prenez la pilule. Vous êtes un peu anxieuse, vous demandez de prendre un préservatif. Comme ça, il n'y a aucun risque. Et 3 mois plus tard, vous êtes quand même enceinte. Ça veut dire que derrière le désir conscient, il y a un désir inconscient. Désir conscient de ne pas avoir d'enfant, désir inconscient d'en avoir un quand même. Et un désir inconscient est capable de faire un double saut périlleux, un spermatozoïde derrière un stérilet. Un désir inconscient est capable de perforer un préservatif qui a été étalonné en usine à 120 kg. Un enfant non désiré, ça n'existe pas. Non désiré au niveau conscient, mais certainement désiré à un niveau inconscient. L'inverse est vrai. Vous voulez un enfant, mais peut-être que votre désir inconscient, c'est de ne pas en avoir parce que maman a perdu son premier enfant et vous avez engrammé ce message. C'est trop de souffrance d'avoir un premier enfant et risquer de le perdre. Donc, vous avez un désir inconscient de ne pas en avoir et vous n'en ferez pas. Donc, vous voyez, il faut accepter de s'interroger sur la nature du désir et le niveau, désir conscient, désir inconscient. Jacques Salomé, on fait un couple, l'enfant arrive, c'est souvent une grande perturbation. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? On a parlé dans une première émission de cette fusion qui existe dans les premiers temps dans un couple. L'arrivée de l'enfant va perturber cette harmonie-là. Comment ça se passe à la fois pour le père et pour la mère? Alors ça se passe de façon multiple, très différente, suivant les blessures cachées, parce que la grande spécialité des bébés, des enfants, c'est de réveiller l'ex-enfant qui est à nous. Alors d'abord, l'arrivée d'un enfant, c'est un tremblement de terre. Voilà, c'est un tremblement de terre. Alors c'est vécu, oui, c'est formidable, t'es heureuse, mais on n'entend pas ce que... D'abord, il y a la grossesse qui va violenter, entre guillemets, la vie sexuelle. Il y a des femmes qui n'acceptent plus les relations sexuelles en étant enceintes. Il y a des fantasmes. Des hommes aussi ont peur de faire l'amour. Il y a fantasme que le zizi va bousculer le bébé. C'est totalement fantasmatique, mais il y a une perte de l'appétence, puisque la femme devient mère, et ça rejoint toute la situation édipienne de certains hommes. On ne peut pas faire l'amour, entre guillemets, avec l'équivalent de sa mère. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux à travers l'arrivée d'un enfant. Et ce que moi je remarque parfois, c'est qu'il y a des régressions. Alors, pendant la grossesse, la femme est envahie, elle est occupée, entre guillemets. Et d'ailleurs, vous avez vu la splendeur des femmes enceintes, ce sont de véritables reines dans les derniers mois. Là. Alors c'est parfois un peu lourd, il y a des difficultés. Bon, alors ça c'est le temps de la grossesse. Et puis après il y a la sortie du ventre. C'est pas rien. Est-ce que le partenaire est là? Est-ce qu'il est présent? Chez la femme, il y a beaucoup de régressions. Souvent elle crie « maman, maman ». Elle redevient une petite fille. Au moment où elle met au monde un bébé, il y a une sorte de régression qui se fait. Et c'est une petite fille qui est sur la table d'accouchement et qui met au monde un bébé. Et souvent, il y a 2 bébés, entre guillemets, dans cette situation-là. Donc, il faut de l'encouragement, il faut du soutien, de la présence. On sait faire aujourd'hui tout ça. À mon époque, on n'assistait pas à l'accouchement, c'était interdit. C'est souvent le papa qui va couper le cordon ombilical. Et puis, il y a l'après-accouchement. Et là aussi, certaines femmes, quand elles allaitent un bébé, elles ont une baisse du désir. Elles n'ont plus de désir sexuel. Elles sont comblées. Parce que vous savez qu'il y a une ramification entre les tétons. Le tissu des tétons, c'est le même que le tissu des grandes lèvres et des petites lèvres. Il y a la même sensibilité. Je vais faire hurler ceux qui nous écoutent, mais il y a des femmes qui ont des orgasmes des fois, se sentent coupables parce qu'il y a une telle stimulation qu'il y a du plaisir qui vient. Ce n'est pas des mères incestueuses, mais voilà. Donc, et bien sûr, elle se réserve pour le bébé et le partenaire. Il faut qu'il fasse preuve de patience, il faut qu'il
qu'il attende que le désir revienne et reconstruise la vie du couple. Et puis alors il y a ce que j'appelle l'élevage au sens noble du terme, c'est-à-dire élever un enfant, lui permettre de grandir. Moi je suis le père de 5 enfants et j'ai une reconnaissance incroyable pour mes enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces enfants. Ils m'ont fait beaucoup, beaucoup grandir. Et alors, il va falloir apprendre à exercer ce que j'appelle les fonctions parentales. C'est ce qui manque le plus dans les couples d'aujourd'hui, c'est cette carence au niveau des fonctions. Il y a d'abord 2 grandes fonctions à exercer. La fonction maman, la fonction mère. La maman, c'est celle qui donne, qui comble, qui gratifie. Donc, entre 0 et 2 ans, un enfant n'a pas de mère, il n'a qu'une maman. Vous ne demandez pas à un bébé de s'essuyer la bouche, de ne pas cracher. Vous l'avez changé, il a fait caca dans ses couches. Vous n'allez pas le disputer parce que vous l'avez changé, que 5 minutes après il fait caca. Ça c'est la maman. La maman, elle donne, elle gratifie, elle comble. Et puis, dans nos cultures, à 2 ans, 3 ans, la mère apparaît. C'est celle qui dit, bon, donne un exemple. Maman, je veux une glace. Oui, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Tout. Toc, 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 toc. Les 8 boules de glace, c'est une vraie maman. Je mange ma glace. Maman, je veux une autre glace. Là, c'est la mère qui apparaît, qui dit non, ça suffit, t'en as une, on mange dans 2 heures. Et un enfant, pour se construire, il a besoin que la mère exerce ces 2 grandes fonctions. La fonction maman, mais aussi une fonction plus privative, plus frustrante. Voilà. Moi, en fait, j'ai une maman jusqu'à 4 ans. Voilà, jusqu'à 4 ans, j'ai une maman. Parce que vous savez qu'on vit, les bébés vivent dans ce que j'appelle l'ITPI, illusion de la toute-puissance infantile. L'illusion que le monde tourne autour de leur nombril. J'ai faim, maman arrive. Je suis mouillé, maman arrive. Je vais être pris dans tes bras, je couine, tu me prends. Et puis, dans mon cas, ma mère est tombée enceinte une 2e fois, mon frère est arrivé, et j'ai vu apparaître l'horreur dans ma vie, ma mère. J'ai vu la partie maman se diriger vers lui, et j'ai découvert les frustrations. J'ai 72 ans, et j'entends encore dans mes oreilles, tant qu'il n'était pas là, je donne un exemple de table, je jetais ma serviette, j'entendais ma maman qui disait « Oh là là, il est toujours pressé d'aller jouer », mais elle pillait ma serviette, et le soir je la retrouvais dans mon petit rond souvenir du baptême en argent, ma serviette pliée. C'était une vraie maman. Depuis que mon frère était là, c'était celle-ci qui était là, qui me disait « Appelez Jackie, Jackie reviens, tiens, apprends à plier ta serviette ». J'ai jamais plié la serviette, moi. Et ce que les psychologues appellent l'âge du non, il est là. À quoi on dit non? À ça. On dit non à la mère pour essayer de faire revenir la maman. Et donc il y a une sorte de conflit. Et c'est comme ça qu'un enfant se construit, avec une alternance de gratification et de frustration. J'appelle cela le sevrage relationnel. Alors la fonction de la mère et la fonction du père. Alors c'est la même chose, sauf que ça vient un peu plus tard. Alors vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs une petite fille. Une petite fille, elle n'a pas de père, elle a un papa. Vous entendez comme elle dit « mon papa ». Elle en a plein la bouche, elle s'accroche à lui, elle lui saute à pieds joints sur les badigouins, sans savoir qu'il en a, parce que papa, c'est pas sexué, c'est papa. Elle rentre le dimanche matin dans le lit, elle rentre dans le lit, elle se colle à papa, elle dit à la mère « Va préparer le petit déjeuner, maman, va préparer le... Hein, » le garçon fait l'inverse, hein. Il se coince contre la mère, il dit au père « Va préparer... » Il essaie d'éjecter du lit, voilà. Donc il n'y a pas de censure, parce que le papa, il n'est pas sexué, sauf que vers 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça varie. Moi, j'ai eu 3 filles, ça varie à chaque âge. D'un seul coup, le père apparaît, ça veut dire le père devient sexué. Et même si, aussi honnête que je puisse être, j'ai pas eu de gestes troubles, j'ai pas eu d'attitude ambiguë, mais ça s'est passé pour mes 3 filles. À un moment donné, elles m'ont rejeté, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé la bonne distance. J'étais devenu sexué, c'est-à-dire symboliquement dangereux, inquiétant. Les auditeurs, les téléspectateurs peuvent nous envoyer leurs questions. Et Hélène va nous proposer justement les questions des téléspectateurs. Alors, une téléspectatrice se marie avec un homme qu'elle aime. Elle sait qu'il a un problème avec l'alcool. Quand le bébé naît, il fait une crise. Un soir, il rentre avec une dose d'alcool assez forte. Et là, elle a eu très peur.
Elle a donc quitté son mari, elle lui a dit d'aller vivre ailleurs parce qu'elle avait trop peur pour la petite fille. Elle a été très courageuse et on lui conseille de suivre un programme d'aide aux partenaires d'alcooliques, et elle trouve ça très injuste que ce soit elle qui soit obligée de se faire soigner entre guillemets, alors que lui a dit oui peut-être, etc. Il ne fait rien. Il ne fait rien et elle demande conseil. Alors, déjà, il y a un malentendu au départ. C'est-à-dire que cette femme, pour moi, elle aurait dû dire à un moment donné, quand elle a découvert que son partenaire, je vais choisir un objet symbolique, je suis ce partenaire, vous êtes cette femme. Ça, c'est mon alcoolisme et moi. Il faudrait que cette femme ose dise à son partenaire, je n'avais pas envisagé de vivre à trois. Toi, ton alcoolisme et moi. Il y en a un de trop dans le lit. Donc déjà, ce positionnement, c'est très rare que les femmes aient ce positionnement, parce qu'elles imaginent ITPI, illusion de la toute-puissance infantile, que leur amour va résoudre la question. Va être suffisamment fort pour supprimer l'alcoolisme du partenaire. 20 ans après, il est toujours alcoolique. Ou il fait un travail sur lui pour découvrir, puisque vous savez comme moi, les maladies, les somatisations sont des langages, les addictions sont des langages. Qu'est-ce que je tente de dire en ayant une addiction, une dépendance à l'alcool ou à la drogue, ou à la voile ou à la montagne, si cette addiction envahit tout mon espace. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, pour moi, cette femme ne s'est pas respectée en ne se positionnant pas, par exemple en disant chaque fois que tu es alcoolique, je ne dors pas avec toi, je dors dans la chambre d'amis, etc. Je ne veux pas partager le lit à trois. Voilà. Déjà, vous voyez ce positionnement. Là où ça se complique, c'est que l'arrivée d'un enfant, et ça, on ne le dit pas, ça fait régresser un partenaire. Donc certainement, l'arrivée d'un enfant, à la renvoyer à une rivalité très ancienne, l'enfant prend toute la place, les deux seins de la mère, ils sont pour le bébé, 95% de son temps, etc. Donc, il envahit tout l'espace féminin, et cet homme, il se sent en compétition. C'est qu'à ce moment-là, certains hommes entrent en rivalité avec le bébé, et sont capables de gestes violents, ou même d'écarter le bébé, de vouloir les seins, je suis le mari, les seins que j'avais pour moi tout seul. J'ai priorité. C'est l'enfant qui m'en dépossède. Donc vous voyez, alors je crois qu'elle s'est respectée. Et puis elle découvre au fond que, et ça c'est un point très important, je suis cet homme alcoolique, voici mon alcoolisme. En fait, la relation que j'ai avec vous, c'est une relation que j'appellerais tierce. Parce que ma relation principale, elle est, je vais essayer de l'installer rapidement, elle est... Avec l'alcoolisme. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous n'êtes qu'une relation seconde. Ma relation principale, elle est ici. D'accord. Et dans beaucoup de couples, alors c'est pas nécessairement l'alcool, une addiction, mais c'est peut-être une passion. On le dit d'ailleurs, ma passion c'est la voile, c'est la montagne. Donc si, supposons, voici ma passion pour la voile, il faudrait que je sois suffisamment honnête pour vous dire, ma chérie, je ne peux que te proposer une relation tierce, une relation seconde, parce que ma relation principale c'est la voile, et je n'hésiterai pas, mon choix premier, ce sera vers là. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Jacques Salomé, vous avez évoqué il y a quelques instants la fusion que la mère peut avoir avec son enfant. Cette fusion exclut le père. C'est de ça dont on va parler, mais juste après avoir écouté Hélène Kébaro dans cette chanson, Je t'aime si tant. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. Dehors, il fait froid, les oiseaux nous appellent au réveil, regarde, on voit le nez du soleil. Ton papa s'est levé, prépare
pas du bon café, pain grillé dans des fumées mélangées. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix, mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. De ce coin du monde, paradis retrouvé de douceur, que le bonheur s'étende à la ronde, se répande, nous inonde, pour calmer tous les cœurs, assurer le grand règne du meilleur. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix, mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. Certains me diront qu'il ne se passe rien d'important, toujours du bien dans cette chanson, mais bien heureux les gens sans histoire et pourtant qui pénètrent l'essence de chaque instant. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Jacques Salomé, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu 5 enfants. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lorsque votre premier enfant est né? Eh bien, j'ai ressenti ce que j'ai décrit, parce que, c'est-à-dire une relation amoureuse assez, très intense, beaucoup de désirs de part et d'autre, et donc une sorte de petite bulle. On était au stade de la fusion, le on, le nous, vous voyez, l'indifférenciation des deux, et puis l'arrivée, c'est une fille dans mon cas, de ma fille aînée, Nathalie, qui vient rompre ce bel équilibre, enfin, entre guillemets, et qui m'éloigne dans un premier temps. Donc, période de fusion, mais ce qui nous a sauvés, je le crois aujourd'hui avec un peu de recul, c'est que après le congé de maternité, ma femme qui était psycho-machin chose également, a repris son travail et on avait une nourrice. Et j'habitais du côté de Chevreuse, en plein bois, et je devais faire 1,5 km pour emmener ma fille chez la nourrice. Et je traversais les bois à pied. Et je me souviens de cette période-là où, au fond, je la portais sur moi. Au début, voyez-vous, contre moi, pour continuer moi aussi, à ma façon, à la garder, etc. Je mettais mon nez dans ses cheveux, enfin, c'est formidable. Jusqu'au moment où j'ai découvert que je n'étais pas là pour la capter, mais pour lui offrir le monde. Donc, je l'ai présenté avec le dos contre ma poitrine, ce qui lui donnait une sorte d'assurance, de solidité, et elle était ouverte
à la conquête du monde. Elle a 46 ans cette année, et on parle encore de cette période où c'est ma façon d'abord de la séparer un peu, de la faire diffusionner de la mère, et de la proposer au monde, avec tout ce que ça suppose, chez la nourrice, il y avait d'autres enfants, etc. Donc elle a commencé la sociabilité. Mais j'entends encore qu'elle communiquait encore avec moi, etc. C'est ça qui nous a sauvés, cette possibilité. Ça n'est pas toujours possible, voyez-vous, d'introduire que l'homme joue ce rôle permettant la diffusion et dont la différenciation. Oui, là vous avez eu la chance de rentrer en communication quelques minutes par jour avec votre fille. Et en général, c'est vrai que c'est la mère qui est en fusion avec son enfant. Voilà. Et l'homme se sent exclu. Il se sent exclu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La mère doit faire certainement très attention pour qu'ils se sentent un petit peu moins exclus et qu'ils ne se sentent pas aussi incompétents, parce que la compétence avec un enfant, c'est souvent la femme qui l'a. Elle sait comment faire, les couches, le biberon, etc. Ce qui renforce cette idée d'incompétence. Elle l'a pas au départ. Non, elle l'a pas au départ. Elle va le découvrir. Regardez la difficulté des mères qui ont un bébé pour la première fois. Et l'homme pourrait le découvrir aussi. Dans mon histoire familiale. À être attentif et justement à s'occuper des enfants, même si la mère les exclut un petit peu. Oui, et c'est-à-dire prendre le risque d'entrer en conflit avec sa femme pour favoriser la diffusion, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'au début de la vie, les langages qui vont dominer dans la relation enfant-parent, c'est pas nécessairement les mots. Il faut des mots, il faut parler, il faut nommer. Mais les langages qui dominent, c'est l'odeur, l'odeur. Poser le bébé à la sortie du ventre sur le ventre de la mère, c'est formidable. Mais on devrait le poser aussi sur le ventre du père. Oh là là. C'est un scandale qu'on ne fasse pas ça. Parce qu'on le sait avec les mammifères. On sait que c'est un des langages les plus puissants, l'odeur. D'ailleurs, à la fin de la vie, c'est ces langages qui reviennent. Vous savez, dans les comateux, les personnes en fin de vie, c'est pas nécessairement de leur parler, c'est aussi alors, l'odeur, le toucher, la respiration, c'est formidable. On avait inventé à mes enfants faire le plein. Moi, je m'absentais beaucoup, j'animais des stages, je faisais des conférences à l'étranger, et mes enfants s'angoissaient quand je commençais à partir. Alors j'avais inventé le fait de faire le plein. Voilà, Nathalie, Marine, Clara, Eric, Bruno, je vais partir, on va faire le plein. Je me souviendrai toujours la première fois. On s'est pris l'un contre l'autre, on respirait simplement. Alors j'ai dit, t'en as assez? Elle m'a dit non, encore quelques litres. Je me souviendrai toujours de ça. Et tout son comportement a changé. Elle était rassurée, vous voyez. On avait fait le plein. Les langages, le toucher, l'odeur, la vibration énergétique. J'ai dit la respiration, oui. Le toucher, voilà. Ça, c'est les langages fondamentaux qui vont permettre de construire la relation. Vous savez, je dis souvent que la relation, c'est un pont, une passerelle, hein, mais il faut 2 piliers. Chez vous, donc, si vous êtes ma fille, il faut construire les piliers. Ces piliers se construisent justement avec ces langages non verbaux. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une fausse égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai que les hommes d'aujourd'hui s'occupent un peu plus des enfants qu'autrefois, mais pas assez, pas assez. Est-ce que vous savez, par exemple, en 10 ans, de combien a augmenté la participation des hommes aux tâches ménagères en 10 ans? 0, quelque chose. 1 minute de plus par jour. Il y a du boulot, il y a du boulot à faire. Un homme, il croit qu'il a essuyé 3 verres, il croit qu'il a aidé Navarro. Hop, il file devant le feuilleton, il s'installe. Elle doit finir, noter qu'il manque du pec, plier la serviette, le torchon pour qu'il sèche, etc. L'autre, il est déjà devant la télé, etc. Je voudrais qu'on revienne sur le fait qu'effectivement, à la naissance, la mère va faire son plein, comme vous le disiez, avec son enfant. Elle est là, elle reçoit une quantité d'amour qui lui convient pleinement. L'homme, souvent, se sent exclu. Vous évoquiez tout à l'heure aussi ce manque peut-être de désir, de sexualité à l'intérieur du couple. Oui. Autant de choses qui sont très, très dangereuses pour ce couple-là. Qui est-ce qui va devoir faire vous avez employé le mot, diffusion entre la mère et l'enfant? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est les grands-parents? Parce que la mère est tellement dedans, des fois elle a cette incapacité. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution unique. Tout concourt. La reprise du travail favorise la diffusion. C'est pour ça d'ailleurs que les bébés
les petits-enfants vous font des crises, ils pleurent, ils essaient de vous retenir. Le placement en crèche, à l'école maternelle, la société propose un certain nombre de moyens. Ils ne sont pas ritualisés, malheureusement. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas une dimension symbolique. Regardez l'importance de la dimension symbolique. Cette femme racontait que chaque fois qu'elle amenait son enfant à la crèche, il pleurait. Et en plus, la crèche, il y avait une grande vitre dont l'enfant voyait à travers la vitre sa mère partir, qui lui faisait au revoir, etc. Un jour, ils ont inventé, mais il a entendu dans une conférence, ils se sont cotisés, ils ont fait faire une fenêtre en carton avec 2 volets et ils ont collé sur la vitre. Et l'enfant disait au revoir à travers la fenêtre et puis lui-même fermer les volets. Oui, ça a résolu beaucoup de drames, parce que les mères partent et voient leur enfant pleurer à la garderie ou à la crèche. Elles ont le cœur déchiré, elles reviennent, elles achètent des bonbons, etc. Donc vous voyez, on devrait... La diffusion se fait de toute façon. Elle se fait aussi par les grands-parents qui disent « Tiens, je vais m'en occuper si tu veux, je prendrai un week-end sur 4, etc. » Donc, mais elle devrait être mieux conscientisée, voilà. Elle devrait être mieux conscientisée et surtout, pas rester au niveau réaliste. Mais ma chérie, tu sais bien que je m'en vais pas, je pars que pour 3 jours. Ça, c'est du pipeau. Il faut introduire une dimension symbolique. Je vais vous donner, tenez, pour les séparations. Parce qu'il y a 2 moments clés dans le couple. On n'en a pas parlé dans l'émission sur le couple. Mais pour les enfants, c'est le moment des séparations le matin, pour aller à l'école, au travail, et le moment des retrouvailles. On n'accorde pas assez d'importance. Vous n'êtes pas surpris du nombre de petits conflits qu'il y a à 8h, 8h30 le matin, on ne trouve pas la chaussure, le cartable n'est pas prêt. On va se quitter sur un conflit, alors qu'on devrait se quitter, puisqu'on va se séparer pour 7 à 8 heures. On va se quitter, 90% des couples se quittent sur une situation conflictuelle. Comment vous l'expliquez, ça? Bien, l'angoisse de se séparer, mais qui ne se dit pas. Je sais bien qu'ici, je sais que je vais la retrouver ce soir, mais à l'intérieur, surtout si j'ai été trahi, si j'ai été séparé, est-ce qu'elle sera là vraiment? Est-ce qu'il y a une angoisse? Alors, je vais me disputer où tu as mis mes clés de... Mais écoute, c'est toi qui les as posées, enfin, les chaussures, vous connaissez tout ça, la cravate qu'on ne trouve pas. Sur des mini-conflits, il faudrait apprendre à se séparer, peut-être se lever un quart d'heure avant, pour prendre le temps de se séparer en se regardant, en faisant le plein, en se serrant dans les bras, pas à travers un conflit. Et surtout, le soir, le temps de se retrouver. Vous me demandiez comment se fait la diffusion. Elle n'arrête pas. Nous sommes mariés, voici, nous avons un petit bouchon de 8 ans. Je rentre du travail. Je m'approche de vous pour vous embrasser, elle. Et moi. Et malheureusement, les bras disent, mais oui, ma chérie, viens. Mais non, il faudrait dire, attends, j'embrasse ma femme. Je vais t'embrasser après toi. Mais ce ne sera pas le même baiser. C'est ça l'erreur, c'est qu'on laisse croire à l'enfant que le baiser qu'on donne aux parents, et vous savez comme moi que ce n'est pas le même baiser. D'abord, je n'embrasse pas mes enfants sur la bouche, et si je vous embrasse, vous, ma partenaire, sur la bouche, etc., etc. Donc, vous voyez, je sais qu'aux États-Unis, c'est très fréquent. Je ne suis pas pour ce type de pratique. Donc, la différenciation, vous voyez, va s'inscrire petit à petit. Et juste pour terminer, il faudrait que les parents aujourd'hui soient plus clairs sur les 5 grands rôles. Les 5 grands rôles qu'ils doivent proposer aux enfants. Et arrêter de les escroquer en se présentant dans un rôle, en laissant croire qu'on est dans ce rôle-là, alors qu'on est dans un autre. Alors je vous les énonce du côté de la femme. La maman, la mère, la femme de son mari, la professionnelle, l'ex-petite-fille. Voilà les 5 grands rôles. Quand un enfant rentre de l'école, qu'est-ce qu'il a besoin d'après vous? De la mère? Non, de la maman. De la maman. La mère, il vient d'en bouffer pendant 6 heures, je veux dire, à travers le comportement de la maîtresse, exigeant. Donc, justement, si tu m'accueilles comme mère, tu fais bien d'arriver, tu as vu dans quel état est ta chambre, tu vas te... Attends-toi un conflit, maman, parce que quand je rentre de l'école, c'est pas de la mère dont j'ai besoin, c'est de la maman.
J'ai bien fait de ne pas vous avoir connu. Certainement. Je vous taquine. Jacques Salomé, il y a là aussi des questions des téléspectateurs. Je pense que c'est une maman, justement, Oui. qui a pas... Juste avant, Oui. et puis terminer. Et c'est pareil pour le père, le papa, le père, le mari. Quand j'entends des fois, on va au cinéma avec maman. Je suis ahuri. On va pas au cinéma avec maman. On va au cinéma avec sa femme. Bien sûr. Et moi, je l'espère. Et ça, les enfants ne le supportent pas. Mhm. Vous avez remarqué quand vous allez, maman, il y a une araignée, j'ai soif. Ils vous retiennent parce que vous allez au cinéma avec maman. Vous leur enlevez maman. Si vous dites, je vais au cinéma avec ma femme, vous n'avez pas de problème. Ils comprennent parfaitement. Les enfants, ils disaient, ah, on va être orphelin de père et de mère pendant 3 heures. Ils comprennent parfaitement. Être clair sur le rôle parental, y compris, juste pour terminer, supposons que votre partenaire, votre mari rentre, mettons à 6h30 tous les soirs. À 6h15, 6h20, vous êtes dans la cuisine ou à surveiller les devoirs, vous êtes une maman, une mère. Et déjà, inconsciemment, vous préparez à accueillir votre mari. Donc vous êtes en train de passer de la maman à la femme. Hein, et des petits gestes invisibles. Et les enfants, ils voient ça. Ils voient sur leurs yeux la maman se dérober. Et c'est là qu'ils arrivent avec la main pleine de confiture. Et oui, Maman, bien sûr. vous aviez quitté le tablier pour accueillir votre mari. Et c'est un conflit de plus. Si vous êtes clair en disant, les enfants, pendant 5 minutes, vous avez encore une maman et un peu de mère. Et dans 10 minutes, vous n'avez plus de maman ni de mère. Vous avez la femme qui attend son mari. Ils comprennent parfaitement. Apprenez à vous définir dans le rôle qui est le vôtre. Dès le plus jeune âge? Très tôt. Très tôt. Très tôt. Même un bébé, les bébés ne comprennent pas, mais ils entendent. Mhm. Quand ils sentent que vous êtes en partance, ils commencent à pleurer. Et si vous leur dites, voilà, tu ne vas plus avoir de maman et de mère jusqu'à demain matin. Mais moi, j'aurai ma femme dans mon lit jusqu'à demain matin. On parlera dans quelques instants du fait que certaines femmes ont du mal à passer de l'état de maman à celle de femme. On en reparlera tout à l'heure, juste après avoir écouté les questions. Oui, de et la- bien là, justement, c'est une femme qui vient d'avoir un bébé et puis elle était très amoureuse de son mari jusque-là. Maintenant, elle n'a plus besoin de rien. Elle préférerait vivre seule avec son fils. Elle dit que son mari ne l'aide pas vraiment et que la vie serait plus facile si elle était seule avec son fils. Et voilà. Alors ça, vous avez une des variantes dont on n'a pas parlé, le désir d'enfant. Le désir d'enfant, il se double d'un autre désir. J'ai le désir d'un enfant, dira une femme, mais j'ai aussi le désir d'avoir un père pour cet enfant. Donc, il y a 2 désirs. Ah oui. Le désir d'avoir un enfant et le désir de pouvoir l'élever avec un partenaire qui tient sa position de papa, de père, etc. Il y a certaines femmes qui n'ont qu'un seul désir. J'ai le désir d'avoir un enfant. Et j'ai plus besoin de partenaire. Voilà. Et si vous saviez le nombre de divorces qui sont... Alors, lutte sur le désir, pas d'appétence, etc., rejet, éloignement, etc., jusqu'au moment où le partenaire se décourage et la mère a enfin son enfant pour elle Pour elle toute toute seule. seule. Voilà. C'est pas un jugement de valeur que je porte, c'est il faut être clair sur le désir d'enfant qu'on a. Désir d'enfant, mais aussi un désir d'avoir un partenaire pour l'élever. Si j'ai pas ce désir-là, je risque de vouloir m'approprier l'enfant et d'être moi aussi toute puissante pour cet enfant. Jacques Salomé, on va vous retrouver dans quelques instants, juste après avoir écouté Hélène Kibaro dans cette chanson « Viens avec moi ». Dans le monde où je vais, je t'emmène avec moi. Sitôt dit, sitôt fait, prends ma main, on s'en va. Je t'emmène, viens avec moi. Je t'emmène, viens avec moi. Au matin, les oiseaux chantent dans le lever du soleil. Leur voix me berce et m'enchante, c'est le plus doux des réveils. J'entends des mots dans leur trille, des mots qui rythment mes pas. Sur l'eau des rayons scintillent, c'est le berceau de ma joie. Je t'emmène, viens avec moi. Je t'emmène, viens avec moi. Dans le monde où je vais, même si tu n'y crois pas. Sitôt dit, sitôt fait, il existe déjà. Allez, je t'emmène, viens avec moi. Je t'emmène, viens avec moi. En chemin pour l'école, rire aux éclats, des enfants Dieu s'envolent, vêtus de soie. Sur l'étal des marchés, fruits de couleur,
des mamans cœur en paix, papa bonheur, je t'emmène, viens avec moi, je t'emmène, viens avec moi, dans le monde où je vais, quand je rêve tout bas, j'ai tellement, tellement désiré que tu viennes avec moi, allez, je t'emmène, viens avec moi, je t'emmène, viens avec moi. Quand les parfums de la lande dans le coucher du soleil sortent des fleurs se répondent pour préparer le sommeil. Les senteurs que je respire parlent d'amour et de toi. La mer murmure et s'étire, c'est le berceau de ma joie. Je t'emmène, viens avec moi, je t'emmène, viens avec moi, je t'emmène, viens avec moi, je t'emmène, viens avec moi. Jacques Salomé, vous évoquiez tout à l'heure les 5 rôles que doit jouer la femme. À la fois, il faut qu'elle soit mère, maman, femme, il faut qu'elle soit une professionnelle. Il y a en elle toujours la petite fille qui reste. Et il faut passer de l'un à l'autre à bon escient, en fonction des heures de la journée, etc. Exactement. De passer de la mère et devenir femme. Parfois, cette fonction de femme reste oubliée. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces mères, à ces femmes qui sont devenues seulement mères? Oui, ça, il faut le dire avec force, c'est ce que j'appelle un conflit intrapersonnel. Il est très fréquent chez les mamans et les mères d'aujourd'hui de se sentir tiraillées, d'être à la fois... Alors c'est le paradoxe, par exemple, elles travaillent à l'extérieur, donc elles vont avoir du mal à être mères, parce que c'est pas marrant d'être mère, d'être celle qui impose la douche, etc. Donc elles préfèrent être maman, et donc trop laxistes. Ensuite, si elles investissent trop sur cette dimension-là, elles ont du mal à retrouver en elles la position femme. Ça se voit d'ailleurs dans le soin accordé à la vêture, au maquillage, à la coquetterie de base, de cette sorte de regard qu'elles peuvent avoir sur elles et que les autres également vont avoir sur elles. Donc, il n'y a pas de recette. Il faut savoir qu'elles risquent de perdre leur mari si elles s'investissent trop dans la fonction maman ou mère. Je ne suis pas machiste en disant cela. De même d'ailleurs que certains hommes s'investissent trop dans la dimension père et papa, et il y a donc une perte de l'appétence sexuelle, la position d'homme est moins présente, il y a une sorte de recul, il y a donc ce que j'appelle des couples qui sont plutôt du compagnonnage. Vous voyez, on a le nom de couple, mais en fait on a nos cohabitations économiques, on élève ensemble un frigidaire, 2 chats, un enfant et 2 voitures. On est loin du couple. Alors chacun doit être conscient qu'il faut continuer à nourrir la relation de couple pour consolider la relation familiale et parentale. Que le socle, c'est le couple, c'est pas l'enfant. Beaucoup de couples se construisent autour de l'enfant, ce qui fait d'ailleurs que 20 ans plus tard, quand l'enfant part, ils sont dans un désert, ils n'ont plus rien à partager. Il faut nourrir le couple pour construire la relation familiale et structurer la relation parentale. C'est essentiel. Vital. Oui. J'ai une téléspectatrice qui vient d'avoir un bébé, donc il a quelques mois, elle est très heureuse, elle s'en est bien occupée. Maintenant, elle a des idées noires terribles parce que c'est une artiste décoratrice d'appartements et elle n'a pas repris son métier, elle ne trouve pas de nounou, elle se sent complètement coincée, elle a des vilaines idées noires dans la tête alors qu'elle était la joie de vivre personnifiée jusque-là, dit-elle. À l'aide. Jacques Salomé à l'aide. Non, moi j'ai pas. Non, vraiment, j'ai pas de réponse là, parce que c'est toute une histoire. Elle se sent coincée. Quoi. Elle se sent coincée parce que il y a beaucoup d'enjeux. Des fois, il faut savoir passer la main. Il faut confier son bébé à. Je vais donner un exemple concret. Une de mes filles a eu un enfant dehors du mariage. Elle l'a élevé seule pendant 3 ans. Mais elle avait mis une annonce, cherche père de remplacement, 2 soirs par semaine. Elle a trouvé un homme qui pendant 18 mois venait régulièrement s'occuper de son bébé. Elle me dit autrement, ça aurait été insupportable. Je me serais mis à rejeter cet enfant. Donc je pouvais aller au cinéma, elle était étudiante, elle préparait un doctorat, je faisais mes travaux pratiques, etc. Donc c'est comme ça qu'elle a pu faire face et tenir bien sa position de mère. Mais avoir un ballon d'oxygène, on revient, voyez-vous, pour qu'il y ait une relation, il faut un espace relationnel.
Si on fusionne, on colle trop à l'enfant ou au partenaire conjugal, il n'y a pas de relation possible. On ne peut pas construire la relation. Alors, il y a des livres que vous avez écrits pour aider justement dans cette période-là de la vie. Papa, maman, écoutez-moi vraiment. Oui, ça c'est la Bible des relations parentales. Papa, maman, écoutez-moi vraiment. Tais-toi quand tu parles. Tu et toi. Oui. Oui. Chez Albin Michel. Voilà. Et puis aux éditions de l'Homme, Une vie à se dire. Une vie à se dire. Là, dans lequel, depuis le début jusqu'à là, au départ des enfants, je montre les chemins possibles pour ne pas trop se laisser piéger, pour mieux se définir face à nos enfants et s'affirmer. Et en particulier, quelque chose d'important, mais on en parlera plus tard, ne pas confondre les besoins et les désirs. Rappeler sans cesse, je ne suis pas là pour répondre à tes désirs, je suis là pour répondre à tes besoins. Mais ça fera l'objet d'une émission parce que c'est central aujourd'hui dans la non-éducation des enfants. Jacques Salomé, merci. Merci d'avoir passé cette émission avec nous. On vous retrouvera, j'espère, lors d'une autre émission. Merci Jacques Salomé. Merci. Glory, glory, alléluia. Dans un couple, l'arrivée d'un enfant, surtout s'il a été désiré, est semblable à un véritable tremblement de terre qui va bouleverser la vie intime de chacun des protagonistes, car il va remettre à jour l'ex-enfant qui vit chez lui et chez l'autre. La spécialité des enfants, c'est de réveiller, restimuler, réactiver l'ex-enfant qui est en nous. C'est pour ça que c'est une relation parfois douloureuse, émerveillante, mais souvent douloureuse. C'est qu'il pleuve, désormais du haut du ciel, danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot, c'est un monde nouveau. Glory, glory.